Cinescence témoignage. Anatomie d'une chute de Justine Triet a marqué l'année 2023. En mai, il reçoit la Palme d'Or à Cannes. En août, à sa sortie en salle en France, il rencontre un succès public et les récompenses se multiplient à l'international. Nous étions donc intrigués de savoir comment les protagonistes de la version audio décrite ont relevé les défis posés par les particularités de ce film. Grâce à la production des films Péléas, nous avons été mis en contact avec Sabrina Bus de la compagnie Véhicule qui a souhaité associer à notre interview Delphine Armel, collaboratrice non-voyante, et Yann Richard, ingénieur du son. Pour commencer, Sabrina, pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle au sein de l'équipe et pouvez-vous nous raconter comment votre parcours vous a mené à l'audiodescription? Mon rôle au sein de la compagnie Véhicule est d'être à la fois directrice artistique et autrice et actrice. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement épanouissant pour moi. Je fais tout ce que j'aime et je travaille en équipe. La compagnie Véhicule a commencé à travailler sur des audiodescriptions en 2014. J'ai monté cette compagnie avec un double projet, celui de produire des spectacles pour le théâtre et celui de travailler dans l'audiovisuel et éventuellement de mettre au service des univers les compétences traversantes de l'un à l'autre. Mon premier métier était d'être autrice jeunesse chez Bayard et j'ai appris là le goût des mots, le goût du choix du mot juste, dans un grand respect pour ce public jeunesse, pour qui il faut être très synthétique et en même temps très précis. Et puis, j'étais également actrice au théâtre et c'est forte de ces deux univers et de ces compétences à la fois sur l'émotion, hein, parce qu'au théâtre, c'est vraiment incarner les émotions pour les partager, se laisser traverser, et le goût du mot que les audiodescriptions ont été un endroit tout choisi. Dans les audiodescriptions, j'ai vraiment pu déployer en fait ce que j'avais appris dans ces deux univers et les mettre au service l'un de l'autre en fait. Et vous, Delphine, quelles sont les expériences qui vous ont conduit à travailler dans ce domaine? Je travaille dans le domaine de la culture depuis une vingtaine d'années et j'ai perdu la vue il y a une trentaine d'années. J'étais alors étudiante et très cinéphile. Je crois que c'est vraiment le mot qui me définissait le mieux et par lequel j'aimais me présenter à cette époque. Et en fait, lorsque j'ai perdu la vue, voilà, j'ai réappris à faire des tas de choses. Et l'audiodescription est arrivée, en fait, pour moi, en 2014, sous la forme d'un stage à l'Institut national de l'audiovisuel. Il s'agissait d'une formation qui était destinée à des personnes déficientes visuelles pour leur permettre de jouer un rôle dans la réalisation d'une version audio décrite. Alors, jouer un rôle, ça veut dire effectivement collaborer à l'écriture avec un temps de relecture avec l'auteur ou l'autrice de l'audiodescription, éventuellement assister à des enregistrements, puisqu'il y a toujours des petits ajustements à faire. Et c'est en 2018, soit 4 ans plus tard, que j'ai eu la chance de croiser la route de Sabrina. Et depuis, c'est vrai que nous sommes amenés à nous retrouver régulièrement autour de films qui sont ou pas des grands moments de cinéma, mais toujours des temps d'échange extrêmement riches parce qu'ils nous permettent de travailler autour des mots et autour du cinéma, ce qui représente un peu mes deux passions. Et vous, Yann, quel est votre rapport dans l'équipe? Moi, je suis ingénieur du son, donc évidemment, je me suis retrouvé impliqué à ce titre dans cette aventure, puisqu'il en faut un, et pour enregistrer, et pour travailler sur tout ça. Peut-être parler aussi de ton côté musicien, quand même, qui a été la raison pour laquelle je suis venue vers toi. Il y a un lien très fort dans le sens du rythme et le sens du silence et l'accompagnement de la bande sonore du film. Il faut dire que tout l'enjeu de Yann, c'est dans ces moments-là de respecter en fait la délicatesse du montage de la bande son qui est chargée, mais qui est pensée, qui est rythmée en fait. Et il faut ne pas casser ça et pouvoir insérer tout ce qu'il doit insérer. Nous avons envie de savoir comment vous procédez avant de vous lancer dans le travail de l'audiodescription. Moi, j'écoute d'abord le film avant de le regarder. Et déjà, à l'écoute, c'est un film qui m'a emportée et qui m'a donné déjà beaucoup, beaucoup de choses à l'écoute. Ensuite, c'est très intéressant de regarder le film et de voir en creux
ce qui semble manquer. Là, je dois dire que rien de majeur ne manquait à l'écoute. Pour moi, le film est tellement riche et bien travaillé que beaucoup de choses sont contenues dans la bande sonore. Alors, de mon côté, j'ai fait ce qu'il est très confortable de faire quand c'est possible, et c'est de cette manière que nous travaillons le plus souvent avec Sabrina, c'est-à-dire que je reçois en fait la bande son du film de façon à pouvoir l'écouter, en prendre connaissance avant la séance de travail. Alors, dans ce cas, j'étais prévenue, je savais que c'était un film long. Et là, j'ai démarré, et en fait, quand j'en suis sortie, 2 heures et demie plus tard, ce qui m'a semblé être quelques minutes. D'abord, j'étais extrêmement surprise de voir que le film était déjà terminé, et j'étais mais dans un état d'émotion, c'est-à-dire de bonheur intense, comme si j'avais reçu un cadeau, de perplexité aussi par rapport à ce travail que nous devions effectuer le lendemain. Comment avez-vous appréhendé la création de la version audio décrite d'Anatomie d'une chute? Vous a-t-elle paru complexe? J'étais bien embarrassée par rapport à l'audiodescription. Il y avait à la fois, si vous voulez, le problème technique, parce que il me semblait tellement riche du point de vue du son, et j'avais reçu avec tant de force tout ce que véhiculait cette bande son, que je me disais ça va être compliqué. Et en même temps, je me disais c'est tellement beau, est-ce qu'on peut vraiment toucher à ce film sans l'entacher, sans l'abîmer? Je me suis dit, qu'est-ce que l'audiodescription va pouvoir apporter qui n'est pas déjà contenu dans le son du film? Et je souhaite toujours que l'audiodescription se place à un endroit juste, qui apporte quelque chose. Elle ne doit pas, je ne souhaite pas qu'elle vienne alourdir en chargeant trop la bande sonore des informations qui me paraissent caduques et qui, du coup, si on les donne, quelque part, dévoient le film ou le désaxe en fait. On peut toujours remplir les vides, bourrer, mais attention parce que dans la hiérarchie des informations, on risque alors de dévoyer le film. Écrire l'audiodescription d'un film qui vous a enthousiasmé est parfois plus difficile qu'écrire l'audiodescription d'un film qui vous a laissé plus indifférente. Parce que quand vous êtes très enthousiasmé par un film, vous êtes débordé par votre émotion et vous pouvez être tenté de partager d'abord votre émotion avant de partager les images du film. Or, vraiment, le travail de l'audiodescription, c'est de partager les images du film. Quand j'ai adoré un film, je risque d'être soit trop bavarde, soit moins proche de l'image, alors que c'est vraiment à ça que je dois sans arrêt revenir. Et donc, même si le film était plus court, ça pourrait être pour moi plus long comme travail, de travailler sur un film que j'ai beaucoup aimé. L'audiodescription, en soi, elle n'était pas obligatoirement plus complexe que sur d'autres films, techniquement après, hein. Mais c'est effectivement, je pense qu'il y avait aussi tous ces dialogues et toute la traduction qui était en plus et qui était complexe, plus complexe que l'audiodescription. Vous avez souligné la richesse de la bande sonore d'Anatomie d'une chute. Vous avez également mentionné que cela constituait un véritable défi technique pour l'audiodescription. Comment l'audiodescription a trouvé sa place dans un film où la bande son est dense? C'est important de laisser parler la bande son. C'est elle qui doit donner le là, c'est elle qui guide. Et nous, on vient en appui, en complément de la bande son, mais ça ne doit jamais être l'inverse. L'audiodescription ne doit pas s'imposer de sorte que la bande son n'apparaîtrait plus que comme une espèce de pâle illustration en fait de l'audiodescription. Donc, s'il y a effectivement un bruit tout à fait éloquent, on ne va certainement pas en parler avant, et ce sera peut-être superflu d'en faire mention, même voilà, de façon à ne pas alourdir, de ne pas charger davantage la bande son. Des scènes ont-elles particulièrement posé problème? Je pense effectivement à cette première scène qui était un vrai défi en écriture et technique avec le dialogue de Sandra et Zoé, la musique lancée par Samuel, le bain du chien, la balle qui roule. Voilà, j'espère qu'on a donné ce qu'il fallait pour qu'elle arrive jusqu'au spectateur aveugle. Bah, techniquement, il faut arriver à insérer. En fait, ça, c'est plutôt dans le mix, dans le mixage, parce que la version cinéma dans laquelle il y a la voix seule dans le casque, bon, ben, le placement est compliqué aussi, mais pour le mixage audiovisuel, quoi, donc version télé, de mixer la voix dans le film avec tous ces sons partout était. Oui, bah, toute la scène du début, là, avec
avec l'interview. La dispute n'était pas très simple. Il fallait faire attention au son qui accompagnait la dispute, mais il y avait pas cette musique en plus, quoi. Et la musique, là, elle était tellement présente au début. C'était les scènes les plus compliquées, oui. L'une des particularités les plus importantes d'Anatomie d'une chute est la présence de dialogues en langue étrangère. Pour traiter ces questions de traduction, vous avez fait appel à 2 comédiens et un pour la voix de l'audiodescription. Comment avez-vous traité les multiples langues dans l'audiodescription? Alors là, la particularité, c'est qu'il y a quand même 70% de sous-titres. C'est rarement autant. Il y avait un espèce d'enjeu énorme autour de tous ces dialogues sous-titrés, donc pour lesquels on a des acteurs, et puis une autre séance pour la voix de l'audiodescription. On souhaite que l'audiodescription soit discrète et invisible. Donc on ne souhaite pas que ce soit des voix qui prennent le devant, qui passent devant. Toute la traduction qui était en plus et qui était complexe, plus complexe que l'audiodescription. Mais celui-là était particulièrement compliqué puisqu'il y avait énormément de sons avec les voix. Enfin, c'est très chargé en son. Et c'est vrai que insérer de la voix là-dedans, c'était compliqué. Il y a tous ces moments où la musique qui est très présente et techniquement, c'est peut-être un des plus durs que j'ai fait. Comment avez-vous abordé la traduction des dialogues? Était-ce difficile de l'insérer dans la bande sonore? Avez-vous dû faire des choix? Ce que je fais d'habitude dans Hmm. des audiodescriptions, quand il y a de la traduction comme ça, c'est de laisser passer un petit peu les voix, l'amorce et un peu plus, pour laisser passer aussi le ton, l'émotion, les textes dans la langue, même si on peut ne pas comprendre, on peut aussi ressentir la manière de dire les mots, etc. Donc, en général, j'essaye toujours de laisser de l'espace à l'original. Là, ça ne marchait pas, en fait. C'était trop long, trop de texte, c'était trop intense dans le texte, dans tout ce qui était dit. Et donc, j'ai tout repris en remettant les voix, en laissant beaucoup moins passer l'anglais et en étant directement sur l'anglais, quasiment, quoi. C'est un choix qui est très pertinent de laisser la voix originale sur l'amorce et un peu plus. Mais là, ça crée un grand décalage si on laisse à chaque fois la voix. Et du coup, ça faisait comme s'il y avait même 2 dialogues finalement, celui dans la langue originale et celui en français. Et comme c'est déjà très chargé, c'était finalement plus au service du film parce qu'au bout d'un moment, on n'avait pas d'autre choix que de reprendre sur le même rythme. Et du coup, il n'y avait pas une systématisation. Or, il faut quand même qu'il y ait un code quelque part pour que quand on écoute, on sache que c'est systématiquement la même chose. Sinon, on peut se perdre, même si par moments c'est mieux. Disons qu'on a privilégié le choix d'avoir quelque chose d'un peu systématique. Le côté, effectivement, on va couvrir ses voix, par là même alourdir la bande son, me paraissait délicat, peut-être dommageable pour le film. La difficulté quand on adopte en fait une stratégie à un moment donné parce que c'est mieux, et puis ensuite on se dit ben non, là c'est pas possible, donc on va démarrer le voice-over depuis le début. C'est vrai que ça ne fonctionne pas parce qu'on a besoin de repères, et c'est vrai que ce serait déstabilisant d'avoir tantôt l'un, tantôt l'autre. Tout l'enjeu de l'audiodescription est d'apporter des éléments aux spectateurs qui ne se trouvent pas dans la bande son. Comment rendre compte de la richesse des images de ce film? Avez-vous des exemples de scènes à nous citer par rapport à cette question? Il était important d'apporter tous les éléments techniques qui viennent alimenter le procès, et la compréhension du choc à tel endroit, enfin voilà, ça c'était évidemment très important de pouvoir les restituer pour que l'on puisse se faire des images du mobile sur lequel reposent les témoignages de part et d'autre. Je me suis rendu compte qu'au-delà de la bande son, il y avait un film et que les images de ce film étaient encore plus belles, encore plus riches que ce que j'avais imaginé. Je me suis aperçue de toute la dimension cinéma de ce film à travers effectivement ce que nous avons essayé de mettre en évidence, Sabrina et moi, au moment de ce travail. Il y a aussi là effectivement ce que l'on dit et surtout le comment on le dit. Et ça, c'est vrai que c'est là le plus difficile. Comment faire passer tout ce que contiennent ces images, tout le montage. Là, ça a été un exercice particulièrement acrobatique avec ce film. Ce qui m'a évidemment laissé une très forte impression, c'est la dernière image de ce film. Elle est dans le silence et il y a là tout un travail de priorisation. Qu'est-ce qu'on décide de dire sur cette fin de film qui, voilà, m'a particulièrement touchée. Comment on le dit?
Et c'est là où je me suis dit que là, nous avions un rôle important à jouer. Une scène particulièrement complexe dont je pense, j'espère, nous sommes sortis relativement honorablement, c'est celle dans laquelle le jeune Daniel témoigne au procès. Il cite en fait les mots de son père, il se remémore en fait cette scène dans la voiture où ils étaient tous les deux, et à ce moment-là, à l'image, on n'est plus dans le tribunal, on n'est plus dans le prétoire, les images précédentes ont disparu, et lorsqu'il cite en fait son père, ces mots sont prononcés par la bouche de Samuel avec la voix du fils. Donc c'est vraiment particulier cette scène, et si on ne transmet pas cette image-là à ce moment-là, on perd énormément. On espère avoir réussi à donner en fait ce grand moment de cinéma, parce que c'est vraiment extraordinaire cette scène. Sur quels critères estimez-vous qu'une audiodescription soit réussie? Une audiodescription est réussie lorsqu'elle passe complètement inaperçue, c'est-à-dire lorsqu'on ne la remarque pas. Là, je me place du point de vue de la spectatrice, hein. Je ne suis plus la professionnelle de l'audiodescription qui vous parle, mais je pense que pour un spectateur déficient visuel qui regarde un film dans sa version audio-décrite, je pense que le défi qu'on doit se lancer lorsqu'on travaille à la réalisation de cette version audio-décrite, c'est que ce spectateur-là, il puisse plonger dans le film sans avoir conscience que l'audiodescription est là, qu'elle se fonde en fait dans le film. Un peu, voilà, à la manière d'une chaussette un peu taille unique qui pourrait venir épouser exactement la forme du film. Je peux dire qu'une audiodescription est réussie quand elle respecte absolument la bande son, c'est-à-dire que même dans les temps de silence au plan des dialogues de la bande son, mais qu'il y a de la musique ou que le texte prenne ça en compte et le respecte, quand le champ lexical utilisé correspond à la qualité visuelle du film et quand l'audiodescription laisse le temps aux images mentales de se fabriquer. La relecture est une étape essentielle pour garantir la qualité de l'audiodescription. Pour ce film, comment avez-vous procédé? Pouvez-vous nous donner un exemple concret à partir d'une scène complexe pour qu'on s'imagine mieux ce travail de relecture? Je peux par exemple être amenée à dire à Delphine, donc là en fait à l'image, on est sur Zoé et Sandra au salon, une balle roule dans l'escalier et donc je lui dis: «Est-ce que tu l'identifies le son?» À partir de là, on élabore un texte qui puisse, à la fois conjuguer ce qui se passe, préciser le son quand on sera sur la balle, parce qu'évidemment il ne s'agit jamais d'anticiper sur l'image et voilà. Après, l'histoire de la balle, par exemple, c'était incompréhensible si on n'a pas l'image de cette balle qui descend. Et en même temps, laisser passer le son un petit peu, malgré tout le reste, parce qu'il y a quand même la musique, les gens qui parlent, etc. Et ils parlent pendant cette balle qui descend, parce que tout est en même temps, en fait. Et de trouver l'espace pour dire que cette balle descend au milieu du reste, tout n'était pas évident à placer même à l'écriture, hein, de comment dire les choses. Comment montrer chaque image. Ça, c'est très important d'en parler, de cette balle qui descend, pour faire naître en fait cette image mentale chez le spectateur aveugle, puisque on avait précédemment, on était sur Sandra et Zoé, sur ce dialogue qui reste présent, et donc il faut amener le regard du spectateur ailleurs, en fait. Il faut l'emmener vers cette balle qui descend et lui montrer que ce n'est pas juste un bruit de fond, etc. Donc il faut effectivement absolument préciser, bah, tiens, là-bas, voilà ce qui se passe. Et non, tu n'es plus sur, voilà, les personnages, on les laisse de côté. Et c'est ça qui est intéressant, de susciter en fait ces images, les unes imbriquées dans les autres, de donner un aperçu du travail d'orfèvre que représente le montage de ce film. Quelle impression générale gardez-vous de ce travail autour du film Anatomie d'une chute? En fait, ce que ça m'inspire, ce travail, c'était de la dentelle, parce que ça devait être tellement précis, ça exigeait tellement de minutie, tellement de délicatesse. On n'avait pas envie d'abîmer, donc il ne s'agissait pas d'y aller avec ses gros sabots. Donc des questions, en fait, il y en avait tout le temps. Au cours de cette discussion, nous avons pu constater l'importance du travail à plusieurs et nous nous demandons en quoi la collaboration étroite entre les membres de l'équipe est-elle cruciale pour le succès de l'audiodescription.
il serait très simple de rentrer rapidement dans des rapports de force quand vous êtes en train de décider un mot, quand vous êtes en train de faire un choix. Tout serait prétexte à ça. Et en fait, je suis très heureuse de pouvoir dire qu'on avance de manière très intelligente et très sensible et toujours dans l'intérêt du film et qu'il n'est jamais question d'ego mal placé. Enfin, je sais pas, j'ai envie de parler de ça parce que dans les projets artistiques, et c'est d'autant plus un risque qu'on est sur de la sensibilité, voilà, donc c'est majeur. Mais je crois que oui, sur la collaboration, je pense que c'est une façon de travailler qui s'est développée en fait au cours de ces dernières années. L'audiodescription aujourd'hui n'a plus la même forme que celle qui pouvait exister il y a une vingtaine d'années. Hein. Il y a eu quand même pas mal de chemin fait par les auteurs, les autrices, enfin tous les professionnels qui travaillent dans ce secteur. Et c'est très bien, l'audiodescription avance. Et l'une des avancées, c'est effectivement cette collaboration qui tend à se généraliser dans la plupart des cas, qui est encouragée en fait par le CNC, puisque effectivement on part de cette idée très simple qu'il est important de conjuguer le regard expert effectivement d'un auteur qui va être capable de discerner l'essentiel, de pouvoir identifier qu'il est important de transmettre, d'effectuer les bons choix, de conjuguer ce regard-là au regard singulier d'une personne déficiente visuelle, qui, elle, va être à même de pouvoir faire d'autres choix, de pouvoir, parmi les choix qui sont faits, d'éliminer certains éléments qui semblent superflus et de pouvoir compléter, lorsque cela est nécessaire, avec ce qui lui manque, parce que ce regard-là, le regard d'une personne déficiente visuelle, est irremplaçable. Hein. C'est vraiment une conjugaison harmonieuse qui, si elle est accompagnée par le bon ingénieur du son, va être capable de faire aboutir un projet au service du cinéma, peut-être même avant d'être au service du spectateur. Nous aimerions vous poser une dernière question avant de conclure cette interview. Anatomie d'une chute a reçu la Palme d'Or à Cannes. Comment cette récompense a-t-elle influencé le travail de l'audiodescription? C'était très compliqué pour nous en termes de délai sur ce projet, parce que le film est sorti à Cannes. Et donc, tout d'un coup, au vu des résultats approchants, il a fallu lancer l'audiodescription pendant le festival, parce que la sortie a du coup été très anticipée pour fin août, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Donc, du coup, pour nous, ça nous fait des délais très serrés, et des films complexes comme ça. Évidemment, c'est dans l'urgence qu'on les fait. Delphine, pensez-vous que les multiples récompenses obtenues par ce film vont contribuer à améliorer la visibilité de l'audiodescription? L'audiodescription, en fait, c'est bien d'en parler et c'est bien qu'elle accompagne des films qui ont un bon éclairage médiatique et une bonne réception auprès du public, parce que l'audiodescription, en fait, c'est du cinéma. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont j'ai entendu déjà cette remarque, en fait, qui a été faite par un réalisateur à qui on présentait le travail autour de son film. Et c'est vrai que tous les professionnels du cinéma qui découvrent aujourd'hui l'audiodescription se rendent compte que oui, c'est du cinéma en fait, ce qu'on essaye de faire. Après, je pense que l'audiodescription reste un champ à développer, à promouvoir, à faire connaître, parce que c'est pas tant un dispositif d'accessibilité, hein, l'audiodescription, bien sûr, ça aide, enfin, c'est là pour effectivement accompagner les personnes déficientes visuelles dans leur découverte d'un film, dans le partage aussi des émotions du cinéma avec d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'audiodescription. C'est important de pouvoir en parler avec d'autres. Merci Delphine pour ce mot de la fin. On espère que votre travail contribuera à accroître la visibilité de l'audiodescription. Merci Sabrina, Delphine et Yann pour ce moment passé avec nous. Et merci de nous avoir montré les coulisses de la version audio décrite d'Anatomie d'une chute, en espérant échanger de nouveau avec vous sur un film à venir. Ce podcast a été réalisé par Marie Ferreira et Louise Chevalier pour l'association Cinescence.